Raf Simons, le gars qui redéfinit la mode masculine, ni du punk sur les podiums, il nous a toutes et toutes fait rêver avec ses collaborations sneakers toutes plus audacieuses les unes que les autres. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de cet ovni qui a marqué Dior, Jill Sanders, Calvin Klein et même Prada. Donc installe-toi confortablement, abonne-toi à la chaîne et lâche un petit like si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir et ça aide la chaîne en plus de cela. Et active la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, on parle de mode, d'influence et surtout, aujourd'hui, de Raf Simons. Raf Simons est né le 12 janvier 1968 à Neerpelt. C'est une petite ville dans la région flamande de la Belgique. Issu d'un parcours classique, il commence ses études en design industriel à la Lucas School of Art de Genk, où il obtient son diplôme en 1991. À ce moment-là, son objectif était simple, concevoir des meubles et du mobilier contemporain. Et là, Walter van Beirendonck va lui ouvrir les portes de la mode, mais pas n'importe comment, en lui offrant un stage. Walter van Beirendonck est l'un des 6 d'Anvers. Les 6 d'Anvers sont un collectif de créateurs de mode belge, ayant émergé dans les années 80, révolutionnant au passage la scène de la mode internationale. Ils sont tous diplômés de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Ils ont importé une vision avant-gardiste et innovante, positionnant Anvers comme le centre névralgique de la mode contemporaine. Les 6 d'Anvers, logiquement, comptent 6 membres que vous connaissez sûrement. Il y a Walter van Beirendonck, qui est connu pour ses créations audacieuses et colorées. Il s'inspire de diverses cultures et de l'art contemporain. Anne de Meulemeester, réputée pour son esthétique poétique et minimaliste. Elle privilégie souvent le noir et le blanc dans ses collections. Elle a donné sa dernière collection pour sa marque en novembre 2013, pour la collection printemps-été 2014, laissant d'autres designers comme Ludovic de Saint-Cernin et plus récemment Stefano Galici à la tête de la direction artistique. Dries Van Houten, apprécié pour ses créations riches, ses tissus luxueux, il mélange habillement, influence orientale et occidentale. D'ailleurs, Dries Van Houten a donné sa dernière collection en tant que directeur artistique pour sa maison il y a peu. Dirk Van Seinen, ses créations se distinguent par une approche artistique et expérimentale, fusionnant art et mode. Puis par la suite, il s'est plus centré dans la sculpture, la céramique et la peinture. En parallèle, il partage également son expertise en tant que professeur dans leur ancienne école, l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, formant ainsi une nouvelle génération de créateurs. Dirk Birkenberg. Il intègre des éléments sportifs à la mode, créant une esthétique robuste et dynamique. Je me rappelle avant, j'avais ce fameux t-shirt Birkenbergs avec le logo là bien marqué Birkenbergs quoi. Et je l'avais, c'était mon frère qui me l'avait acheté. J'aimais bien. Hein. Quand je le portais justement, je me sentais stock. Leur cible marketing, on va dire, c'était vraiment un peu comme à l'époque d'Abercrombie, enfin Abercrombie d'avant. Abercrombie, maintenant, il faut que je fasse même une vidéo sur Abercrombie parce que il y a pas mal de choses à dire sur Abercrombie, car leur changement de direction artistique, leur changement de DA, c'est quelque chose de fou. Ils ont fait un virage à 180 degrés, enfin franchement. Enfin bref. Birkenberg, c'était vraiment comme Abercrombie avant, comme Abercrombie, Lester, vraiment les marques de beaux gosses, les marques de personnes musclées, de vraiment go-to à la salle, genre, mais vraiment. Et ouais, quand je portais, je me sentais vraiment stock, quoi, je me sentais vraiment... MDR, gênant. Et pour finir, Marinaï, c'est une précurseur de la mode durable. Elle se concentre sur le recyclage et la restauration de vêtements vintage, et ce, depuis ses débuts. Historiquement, il faut savoir que les 6 d'Anvers ont eu leur plus fort impact en 86, lorsqu'ils louent un camion pour se rendre à la Fashion Week londonienne pour présenter leur collection. Cette approche, qui était super novatrice à l'époque, a fait un buzz monumental dans le monde de la mode. Ça a fait un peu le même effet que Jacques Mus quand il a fait l'une de ses premières collections, les salariés en grève, je crois que ça s'appelait comme ça, je sais plus. Je vous mettrai des images. Justement, il a fait défiler ses mannequins dans la rue. Et à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très novateur. Et c'est grâce à ça, un petit peu, ça a fait sa renommée quoi. Ça a pas fait sa renommée, mais en tout cas ça lui a donné un bon coup de com pour le début de sa carrière. En fait c'est une super vitrine je pense pour un jeune créateur comme moi. Eux ça a fait un petit peu le même effet. C'était novateur, très osé quand même, parce que souvent oui la Fashion Week c'est très normé on va dire, et eux arrivent avec leur démarche anti-fashion. Ça, il va falloir qu'on en parle aussi, le mouvement anti-fashion, parce que justement, les 6 d'Anvers, c'est vraiment les pionniers du mouvement anti-fashion, justement, avec certains autres designers comme Alexander McQueen. On peut mettre peut-être John Galliano dedans aussi. Il y a pas mal de créateurs comme ça qui ont vraiment participé au mouvement anti-fashion. Je pense que ça pourrait être une vidéo très intéressante à développer. Après, bon, c'est une vidéo qui me prendra énormément de temps à faire, quoi, car il y a énormément
énormément de choses à voir, énormément de choses à dire, et moi j'aime bien, enfin c'est pas que j'aime bien, c'est que souvent dans mes vidéos je vais souvent en arborescence, enfin mon cerveau va tout le temps en arborescence comme ça, ce qui fait que je vais dans tous les sens, quoi. Et ce qui fait que même cette vidéo-là, je devais la poster il y a 3 semaines, mais il y avait tellement de choses. Le parcours de Raf Simons, c'est tellement intéressant, car il a tellement fait de partenariats, de collaborations, il a travaillé avec tellement d'autres designers et d'autres créateurs, tous plus intéressants les uns que les autres. Ce qui fait que la vidéo m'a pris, 1 mois à créer, quoi. Elle m'a pris, un bon 3 semaines à écrire et même au niveau du montage, je voulais quelque chose d'assez cool, quand même. Ce qui fait que, un bon mois. Et même plus. Cette vidéo-là sera un peu plus longue que les vidéos d'habitude. Grâce à cette vidéo, vous aurez pas mal d'informations sur la carrière de Raf Simons. Vous connaîtrez limite tout. Je fais vraiment 360 sur sa carrière professionnelle. Bref, revenons au 6 d'Anvers. Ce succès, justement, a fait établir Anvers comme une plaque tournante de la mode novatrice et avant-gardiste. À la suite de cet événement, chacun des membres a poursuivi un petit peu sa carrière en individuel. Chacun des membres ont eu leur moment de gloire individuel également. Et par la suite, Anvers, ça a vraiment été une plaque tournante de la mode avant-gardiste. Il y a même des autres designers après qui sont, on va dire, rajoutés aux 6 d'Anvers. On peut parler également de Margiela, qui faisait pas initialement partie des 6 d'Anvers, mais aujourd'hui, quand on parle des 6 d'Anvers, il en fait partie quand même, quoi. Ils font vraiment partie des designers qui font que la Belgique, et plus précisément Anvers, aujourd'hui est aussi réputée dans le design textile, quoi. Revenons au stage de Raf chez Van Birendong. Il commence du coup modestement sur un stage où il travaille sur la présentation et la décoration des collections et showrooms, découvrant ainsi les coulisses de la mode. Mais c'est une expérience clé qui va changer sa perception. Van Birendong l'emmène à Paris pour assister à un défilé légendaire nommé Terrain Vague, le défilé de Martha Margiela, Spring Summer 90. En 89, Margiela présente sa collection Printemps-été 90 sur un terrain vague du 20e arrondissement de Paris. Ce choix de lieu brut et urbain marque une rupture avec les défilés traditionnels. L'ambiance est inclusive. Les mannequins défilent au milieu des spectateurs et des enfants du quartier jouent autour d'eux. Les frontières entre le spectacle et la vie quotidienne est totalement brouillée. Ce défilé est sévèrement critiqué, mais salué pour son audace et montre que la mode peut être un outil de narration puissant ancré dans la réalité. Pour Raf Simons, cette claque visuelle est émotionnellement décisive. Ce jour-là, il réalise que la mode peut être bien plus qu'une question d'esthétique. Elle peut raconter des histoires et refléter la société. De retour en Belgique, Raf Simons est déterminé à se lancer. Il se rapproche de Linda Lopa, une figure influente dans le milieu de la mode belge et directrice du département de mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. C'est l'école où les 6 d'Anvers ont été diplômés. Elle est également la fille du célèbre tailleur Renzo Lopa. Linda voit en Raf un talent brut et le pousse à apprendre les bases de la couture auprès de son père. En 95, malgré un manque de formation, Raf Simons lance sa marque éponyme. Première collection, réalisée avec un budget limité, adopte une approche minimaliste et artisanale, inspirée par des créateurs comme Helmut Lang, Yohji Yamamoto et comme des garçons. Raf Simons impose rapidement son propre style, des silhouettes androgynes, des influences tirées de la jeunesse rebelle, et une fascination pour l'art et la musique. Sa première collection est composée de 35 pièces, explore une esthétique minimaliste et une influence forte de la musique et de la contre-culture. Il réinterprète les uniformes, les codes de la jeunesse rebelle et introduit une vision complètement nouvelle de la mode masculine. Fun fact, sa collection est présentée dans le même showroom et le même jour que celle d'Helmut Lang. Un heureux hasard qui a drivé les ventes de la collection de Raf. Ces deux explorant un univers sombre, rebelle et résolument moderne. La première collection de Raf ne passe pas inaperçue. Elle pose les bases sur ce qui deviendra son style signature, un mélange de minimalisme et de références à l'art, à la musique et aux sous-cultures. Des années plus tard, A$AP Rocky, Playboi Carti, Lil Uzi, Quavo et Frankie Ocean rendent hommage à son travail dans le clip Raf, preuve de l'impact durable de ses premières collections. En résumé de cette première partie, les débuts de Raf ne sont pas ceux d'un designer classique. Il arrive dans la mode un peu par accident, mais chaque étape, du stage chez Van Birendong au défilé de Margiela, joue un rôle essentiel dans sa transformation au final. La collection Printemps-été 97, intitulée Teenage Summer Camp, une œuvre qui deviendra un véritable tournant dans sa carrière et plus généralement dans la mode masculine. Loin des podiums traditionnels, Simons imagine une présentation unique, des adolescents qui semblent s'échapper de leur école pour se rassembler dans un monde imaginaire. Les mannequins, majoritairement de jeunes garçons au look brut et non professionnel, incarnent une jeunesse rebelle et vulnérable. Le décor dépouillé avec une ambiance underground reflète parfaitement cette énergie brute. Plus qu'un simple défilé,
défilé, Raf Simons raconte une histoire, celle d'une génération qui cherche un refuge face à la routine et aux normes sociales. Cette approche narrative, combinée à des références subtiles à la culture jeune, attire immédiatement l'attention. Teenage Summer Camp est souvent salué pour avoir mélangé la culture streetwear et le minimalisme d'une manière encore peu explorée à l'époque. La collection Printemps-été 98, intitulée Black Palms, est un moment clé dans l'évolution de son esthétique et de la mode masculine en général. Le défilé organisé dans un garage parisien s'inscrit dans une démarche résolument anticonformiste. L'ambiance est sombre avec une musique techno qui enveloppe l'espace, un éclairage tamisé qui accentue le caractère brut des lieux. Cette atmosphère underground tranche radicalement avec les codes traditionnels des défilés de mode, reflétant la vision unique de Simons. Les mannequins, jeunes, minces et au look brut, portent des pantalons larges et taille basse et des torses nus peints de graphismes. Ces graphismes ont été dessinés par Frankie Claes, des références Sex Pistols et au symbole de l'anarchie. Cette combinaison d'éléments punk et graphiques mêlés à une silhouette structurée marque une nouvelle direction de la mode masculine. Bien que le noir domine la collection, des touches de blanc et de rouge apparaissent sur certaines pièces, apportant un contraste subtil. L'une des pièces notables est un débardeur ample à imprimer peau de serpent et aux couleurs arc-en-ciel, contrastant avec le reste de la collection. À noter également, Raf Simons a introduit le denim dans son travail, un matériau qui a enrichi la palette de textures de cette collection. C'est également avec Black Palms que Raf Simons a établi une nouvelle esthétique, le costume slim. Cette collection, bien qu'underground dans sa présentation, consolide la place de Raf Simons parmi les designers les plus novateurs de sa génération. Elle prouve une fois encore que la mode peut être un véhicule puissant pour refléter l'esprit du temps et les sous-cultures. Pour l'automne-hiver 98-99, Raf Simons présente une collection emblématique intitulée Radioactivity, qui est un hommage direct au groupe allemand Kraftwerk, pionnier de la musique électronique. Cette collection marque une nouvelle exploration des liens entre la mode, la musique et les sous-cultures. Un thème qui est récurrent dans le travail de Simons. Ce choix ne se limite pas à une simple reproduction esthétique, il capture l'esprit de la rigueur, de la modernité futuriste et de minimalisme qui caractérise le groupe. En empruntant cette image emblématique, Raf Simons traduit en vêtements l'univers électronique tout en conservant son approche architecturale et conceptuelle du design. La bande-son du défilé comprend des morceaux de Kraftwerk, créant une immersion totale dans cette esthétique rétro-futuriste. La musique, élément clé des défilés de Raf Simons, amplifie ici le message de la collection, célébrant la culture électronique et son impact sur la jeunesse de l'époque. Bien que les chemises rouges et les cravates noires soient au cœur de cette collection, Simons introduit également des pièces plus contemporaines, des vestes ajustées aux épaules bien structurées qui modernisent la silhouette classique et des pantalons slim qui réinterprètent le costume traditionnel pour une jeunesse quête de style épuré. Cette collection démontre l'habilité de Raf Simons à équilibrer hommage culturel tout en restant fidèle à son esthétique minimaliste. Radioactivity n'est pas une simple collection de vêtements, elle est une véritable déclaration culturelle. En intégrant ses références explicites, Simons met en avant la manière dont la musique peut influencer profondément la mode. Cette collection incarne parfaitement l'ADN créatif de Raf Simons, une réflexion sur la jeunesse, les sous-cultures et leur impact sur le vestiaire masculin. Radioactivity est rapidement reconnue comme l'une des collections phares de Simons, consolidant son statut de créateur avant-gardiste. Kinetic Youth, présenté en printemps-été 99, marque une nouvelle étape dans l'évolution de Raf Simons. Après avoir exploré des influences punk et underground dans ses collections précédentes, Raf Simons effectue un virage vers le prêt-à-porter masculin plus structuré, tout en conservant son lien avec la culture jeune et rebelle. Le défilé se déroule devant la sphère géodésique, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, un choix qui reflète l'aspiration architecturale de Simons. Les premiers looks donnent directement le ton, des ensembles noirs et blancs, des lignes épurées et des motifs graphiques inspirés du mouvement Bauhaus. Il y a les cols roulés blancs ornés de l'emblème R, signature discrète et impactante. D'ailleurs, Raf Simons a continué à commercialiser ses cols roulés durant toute sa carrière. Des pantalons au ton naturel et à la coupe parfaite, des vestes épurées en cuir camel et noir qui ajoutent une touche d'audace à cette ligne plus structurée. Si les tons naturels dominent, la palette de couleurs s'enrichit avec des touches de jaune citron, de gris acier et de vert mousse. Ces teintes ajoutent une profondeur visuelle qui contraste avec la sobriété générale de la collection. Comme souvent chez Raf Simons, la bande-son joue un rôle crucial dans l'ambiance du défilé. Ici, des morceaux iconiques comme Life on Mars de David Bowie. Cette chanson de David Bowie est l'une de mes préférées d'ailleurs.
enveloppant les mannequins d'une énergie à la fois nostalgique et rebelle. Ces choix renforcent l'idée que la jeunesse reste au cœur de la vision de Simons, même dans une collection plus sophistiquée. Kinetic Yarns représente une transition importante dans la carrière de Raf Simons. Elle montre qu'il est capable de dépasser ses influences punk et underground, proposer une vision plus mature et aboutie du vestiaire masculin. Ce mélange entre modernité architecturale, inspiration graphique et célébration de la jeunesse continue d'influencer sa carrière et celle de nombreux créateurs après lui. Comme à son habitude, Raf Simons ancre sa collection dans la musique. On sent vraiment que dans ses défilés, ses influences ne sont pas uniquement des ornements. Elles incarnent un état d'esprit, celle de la jeunesse en révolte, à la fois vulnérable mais puissante. Ok, donc maintenant on va parler de la marque Ruffo. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est une marque des années 80, 90, 2000 qui ont eu leur plus fort impact, oui, dans les années 90, 2000. C'est une marque qui aujourd'hui ne produit plus, mais qui a été un moment clé dans la carrière de Raf Simons, qui lui a mis un pied dans le design italien, on va dire. Ruffo a été créé par Ruffo Corsi. Cette maison italienne était réputée pour ses cuirs de qualité, utilisés par des marques comme Jil Sander et Versace. Fin 90, Ruffo sort Ruffo Research, un sorte d'incubateur pour les créateurs émergents. Des créateurs aujourd'hui reconnus tels qu'Helmut Lang, Riccardo Tizzi, Heidera Carmen et Sofia Coco Salaki, qui nous a quittés il y a quelques années, ont également bénéficié de cette initiative. Pour les collections masculines des saisons printemps-été 2000 et automne-hiver 2000-2001, c'est Raf Simons qui est choisi. En parallèle, la créatrice de mode belge Véronique Branquinho, qui était sa compagne ces années-là, est chargée des collections féminines. Chez Ruffo, Raf Simons découvre le savoir-faire exceptionnel autour du cuir et des techniques innovantes. Cette collaboration lui permet d'enrichir son vocabulaire créatif dans ses propres collections. Il adopte une approche qui mêle sensibilité et expérimentation, insufflant une touche avant-gardiste à une manière souvent perçue comme traditionnelle. À cette époque, Véronique Branquinho est déjà une créatrice reconnue grâce à son esthétique minimaliste et poétique. Elle est également diplômée de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Elle s'impose rapidement sur la scène internationale, marquant les esprits avec des collections où la féminité et la sculpture s'entrelacent. Cette expérience ne se limite pas à une simple exploration technique. Elle marque également un moment clé dans la carrière de Raf Simons, qui développe une capacité à travailler avec des matériaux complexes, tout en conservant son esthétique minimaliste et conceptuelle. Le passage de Raf Simons chez Ruffo Research a également mis en lumière l'importance des collaborations avec les jeunes créateurs. Grâce à cet incubateur, Raf Simons a su expérimenter librement et poser les bases à de nouvelles idées. Je vais vous parler également de la collection Disorder, Incubation, Isolation, qui a été présentée en 99 pour la saison automne-hiver 99. Le défilé s'ouvre sur des mannequins portant des pancartes comme en signe de protestation. On en voit avec les sigles Disorder, Incubation, Isolation, qui est le titre du défilé. Également, des mots qui sont directement inspirés des titres de chansons du groupe Joy Division. Joy Division, il va s'inspirer de ce groupe, pas uniquement dans ce défilé-là, mais dans d'autres défilés également. Ce défilé imprégné d'une atmosphère sombre et introspective marque une exploration des thèmes de l'isolement, du chaos, de la jeunesse en quête de sens. Une réflexion sur des concepts universels de désordre, de solitude et de transformation. Cette ouverture théâtrale capte l'attention et établit une connexion immédiate entre la mode, la musique et une narration plus profonde. La collection, elle se distingue par une palette presque entièrement noire, signature de Raf Simons. Les silhouettes sont marquées par des pièces amples et enveloppantes, telles que des capes à capuche, qui confèrent une aura mystérieuse et intemporelle. Des manteaux oversize, équilibrant rigueur et fluidité. Et encore une fois, ces fameux cols roulés ornés du monogramme R. Un détail subtil mais distinctif des créations de Simons jusqu'aujourd'hui. Chaque pièce semble être conçue pour évoquer un sentiment de protection et de repli sur soi-même, en harmonie avec les thèmes introspectifs de la collection. Fidèle à son attitude de tisser les liens entre la mode et la musique, Raf Simons puise ici dans l'univers de Joy Division, groupe emblématique de la scène post-punk. Leurs chansons sont souvent marquées par une mélancolie et une intensité émotionnelle, résonnant avec la vision de Simon sur cette collection. En 2000, Raf entame un nouveau chapitre dans sa carrière, en intégrant l'Université des Arts Appliqués de Vienne, en Autriche, en tant que professeur de mode. Il occupe ce poste d'octobre 2000 à juin 2005. Et c'est une expérience qui marque son parcours professionnel et personnel. Durant ces années, Raf Simons partage son expérience à une nouvelle génération de créateurs. Son enseignement se base sur un équilibre parfait entre la pratique et la théorie. Il encourage énormément ses élèves à repousser leurs limites tout en respectant bien sûr les traditions du métier. Sa pédagogie met énormément l'accent sur l'innovation, ainsi que la connexion avec les mouvements culturels contemporains. Cette expérience académique n'a pas uniquement servi aux élèves. Elle a également nourri la réflexion de Raf Simons dans son propre travail. Interagir avec des jeunes talents, explorer leurs perspectives, leurs idées, a permis à Simons
de se confronter à des influences variées. La collection automne-hiver 2000-2001 de Raf Simons est intitulée Confusion. C'est un moment marquant dans sa carrière, symbolisant l'incertitude et l'aliénation de la jeunesse à l'aube du nouveau millénaire. Présentée en janvier 2000, cette collection mêle influence rétro-futuriste, inspiration militaire et une réflexion introspective sur les sentiments d'anxiété collective propre à cette époque. Les silhouettes sont dominées par des manteaux longs, des pulls oversize, des cols roulés ajustés, majoritairement dans des tons noirs et gris. Ces choix chromatiques renforcent l'ambiance sombre et introspective, fidèle à l'univers Simons. Les mannequins avancent en synchronisation, créant une image presque uniforme, symbolisant une jeunesse mystérieuse et énigmatique. Un des moments les plus marquants du défilé est l'apparition d'une DeLorean, la voiture mythique rendue célèbre par le film Retour vers le futur. Placée au cœur du décor, elle apporte une dimension de nostalgie et de rétrofuturisme. Cette inclusion souligne l'ambivalence du thème, une réflexion à la fois sur le passé et sur un avenir incertain. Les bombers oversize, pièce centrale de la collection, sont présentés dans des tons sombres avec des détails empruntés de l'univers militaire. Les bombers deviennent rapidement iconiques, influençant non seulement les tendances dans la mode masculine, mais aussi dans la culture streetwear, où ils sont repris et réinterprétés pendant des années. Et oui, c'est bel et bien Raf Simons qui a ressorti et remis au goût du jour le bombers. Les bombers, on n'en voyait plus du tout. C'était vraiment un vêtement qui avait été oublié, qui faisait partie de base de l'armée et de l'aviation. Ça a assez relancé, quoi, et maintenant on en voit vraiment partout, quoi. C'est fou de se dire que c'est vraiment lui qui a relancé la mode du bomber, c'est fou. En outre les bombers, la collection se distingue par l'exploration de proportions inhabituelles. Les manteaux drapés côtoient les pantalons slim, créant un contraste saisissant entre volume et structure. Avec Confusion, Raf Simons continue à redéfinir le vestiaire masculin, mêlant habillement, inspiration conceptuelle et culturelle. La collection reflète non seulement une jeunesse en quête de sens, mais aussi la capacité de la mode à traduire les angoisses d'une époque en une vision esthétique. Cette œuvre reste une référence dans l'histoire de la mode masculine, influençant des générations de designers et consolidant la réputation de Raf Simons comme visionnaire de son temps. Raf Simons revient en force avec sa collection Riot pour l'automne-hiver 2001-2002. Ce défilé marque un tournant décisif dans sa carrière, où il s'éloigne des silhouettes ajustées de ses débuts pour embrasser des formes oversize et des superpositions audacieuses. La mise en scène, brute et immersive, présentée dans un entrepôt industriel à Neuilly-sur-Seine, la collection plonge les spectateurs dans une ambiance sombre et énigmatique. Les éclairages stroboscopiques et une fumée dense ajoutent de l'intensité au décor, tandis que les mannequins avancent le visage dissimulé par des capuches ou des écharpes, créant une image à la fois uniforme et mystérieuse. La collection introduit le fameux Bombers Riot, qui deviendra l'une des pièces les plus emblématiques de Raf Simons. Ce blouson, souvent représenté en camouflage, est décoré de patchs et de motifs inspirés de la culture punk rock. Ce Bombers, très recherché par les collectionneurs, incarne parfaitement l'esthétique de Simons, un mélange de luxe, de culture jeune et de narration visuelle. Comme à son habitude, Raf Simons ancre sa collection dans la musique. Les références à des artistes tels que David Bowie renforcent le lien entre la mode et les sous-cultures musicales. Ces influences ne sont pas seulement des ornements, elles incarnent un état d'esprit, celui d'une jeunesse en révolte, à la fois vulnérable et puissante. Riot est plus qu'une simple collection. Elle illustre un moment clé dans l'évolution de Raf Simons, où il embrasse des proportions plus audacieuses tout en restant fidèle à ses inspirations culturelles. Le succès de cette collection consolide son statut de créateur avant-gardiste, capable de traduire les angoisses et l'aspiration d'une époque en un langage vestimentaire unique. Des stars comme Kanye West ont été aperçus en portant cette pièce iconique, renforçant son aspect culturel et son attrait intemporel. En 2018, l'un de ces bombers a même été vendu sur Grailed, un célèbre site de revente de vêtements, pour la somme astronomique de, accrochez-vous, $47 000. Un record qui témoigne de sa rareté et de sa valeur. La collection printemps-été 2002 de Raf Simons a été intitulée alors Who on Todos Who's Oui. In the beginning, yeah, in the beginning, yeah, in the beginning. Who into this was split in the third generation. The wind will be blowing back. Ok, super long quoi. C'est l'une des collections les plus emblématiques de sa carrière. Présentée en 2001, dans le contexte tendu et incertain des événements liés au 11 septembre, cette collection reflète la jeunesse marquée par le désordre, la rébellion et la quête identitaire face à un monde en mutation. Le défilé a lieu dans une école parisienne, un choix de lieu évoquant la jeunesse, les codes scolaires et le conformisme auquel Raf Simons oppose une vision alternative. Les mannequins, le visage dissimulé par des écharpes et des capuches, avancent dans des tenues dominées par une palette de blanc,
de rouge et de noir. Des couleurs constantes qui accentuent l'intensité du message. Les silhouettes quant à elles se distinguent par des vêtements amples, des superpositions audacieuses comme des torches, renforçant une esthétique à la fois militaire et mystérieuse. Cette mise en scène presque théâtrale reflète l'atmosphère de tension et d'incertitude propre à cette époque. Simons intègre dans cette collection des références explicites à la culture jeune, des mouvements de protestation, des vêtements arborant des slogans tels que Be Pure, Be Vigilant, Behave, inspiré de l'univers graphique de Peter DePorter. Ce collaborateur de longue date de Raf Simons a joué un rôle crucial dans ce défilé, notamment concernant les motifs et les messages qui traduisent des préoccupations sociopolitiques. Peter DePorter est un artiste visuel belge. Il est connu pour son style unique mêlant typographie, art graphique et symbolisme. Son travail apporte une profondeur conceptuelle à cette collection, amplifiant le caractère subversif des pièces, en soulignant leur rôle de commentaire sur la société contemporaine. C'est également dans cette collection et grâce à Peter DePorter qu'il y a eu le Hoodie Collapse, et encore une fois l'une des pièces phares de Raf Simons. Le mot collapse est un terme allemand, signifiant effondrement. Il évoque la fragilité des systèmes sociaux, économiques et politiques en place en ce moment, tout en dénonçant les tensions qui caractérisent cette période historique. Ce symbole résonne avec le contexte post-11 septembre, traduisant un sentiment d'instabilité généralisée et de perte de repères. C'est également d'ailleurs Peter DePorter qui a fait la pochette d'album Life of Pablo de Kanye West. La collection automne-hiver 2002, intitulée Virginia Creeper, s'inspire directement de la nature, et plus précisément de Virginia Creeper. C'est une plante grimpante qui passe du vert au rouge à l'automne. Ce thème traduit une fascination pour le cycle de la nature et leur écho dans la condition humaine. Les silhouettes de cette saison sont marquées par des manteaux longs et amples, des vestes utilitaires et des jeux de surcouche, caractéristiques d'une esthétique à la fois pratique et chargée en émotions. Les couleurs dominantes incluent des tons terreux, des verts profonds et des rouges automnaux, évoquant les nuances changeantes de la végétation à cette période de l'année. Cette collection est particulièrement notable pour l'introduction du pull Nebraska. Devenu une pièce emblématique et très recherchée des collectionneurs, ce pull arborant le mot Nebraska est une référence explicite à la culture américaine et à l'environnement rural, mêlant esthétique naturelle à des influences narratives plus larges. Ce mélange typique de Raf Simons enrichit la collection d'une profondeur conceptuelle qui dépasse le simple vêtement. Avec Virginia Creeper, Raf Simons explore le thème de la transformation, non seulement à travers les couleurs et les formes de la nature, mais aussi dans la manière dont les vêtements eux-mêmes peuvent capturer un sentiment de mouvement et d'évolution. Virginia Creeper devient un symbole poétique de changement et d'adaptation, des thèmes universels qui résonnent profondément avec l'audience de Raf Simons. La collection automne-hiver 2003-2004, intitulée Closer, incarne une fusion unique entre la mode, la musique, le graphisme, marquant une collaboration mémorable avec le graphiste britannique Peter Saville, connu pour ses pochettes d'albums iconiques pour des groupes tels que Joy Division et New Order. Saville apporte une dimension visuelle importante à cette collection. Les pièces phares de Closer incluent des parkas et des anoraks ornés, des imprimés de pochettes d'albums comme No Pleasure de Joy Division et Power Caution and Lie de New Order. Ces vêtements, mélangeant mode et culture musicale, deviennent rapidement des objets de collection très recherchés, atteignant des sommes astronomiques sur le marché de la seconde main. L'esthétique de Closer combine l'élégance traditionnelle britannique avec l'esprit rebelle propre à Raf Simons. Les mannequins défilent avec des gavroches, des manteaux de laine blanc et des vestes en shearling. Avec Closer, Raf Simons amorce une transition importante de son esthétique. Si les collections précédentes étaient inspirées d'une agressivité brute et d'une influence punk, cette collection montre une évolution vers une élégance plus raffinée, tout en conservant bien sûr une petite touche de rébellion. Closer est une démonstration éclatante de la façon dont Raf Simons peut fusionner plusieurs disciplines, la mode, le graphisme et la musique. Cette collection, à la fois visuellement saisissante et profondément émotionnelle, consolide son statut de créateur avant-gardiste et marque une étape clé dans la mode masculine contemporaine. En 2005, Raf Simons lance Raf by Raf Simons, une ligne destinée pour des créations plus accessibles, tout en conservant son esprit avant-gardiste et minimaliste. Cette initiative répond au besoin d'offrir des vêtements au style pointu, mais à des prix abordables, et ainsi attirer une clientèle plus jeune et élargie. Raf by Raf Simons conserve les éléments clés de l'univers du créateur. Silhouette épurée, inspirée par sa ligne principale, mais simplifiée pour un usage quotidien. En 2011, Raf Simons clôt la ligne Raf by Raf Simons, citant la nécessité de se concentrer sur sa ligne principale et de maintenir une cohérence créative. En 2005, Raf Simons est nommé directeur artistique de Jil Sander, maison allemande iconique du minimalisme rigide et des lignes épurées. Cette nomination marque une étape décisive dans la carrière de Simons et transforme l'identité de la marque en respectant les bases établies par la fondatrice. Raf Simons parvient à injecter une dose de modernité, redéfinissant l'approche minimaliste pour une nouvelle ère. Milan Vikmirokovic était le directeur artistique de Jil Sander avant Raf Simons. Il a pris les rênes de la direction artistique après que Jil Sanders elle-même ait quitté la maison en 2010.
2000, suite à des désaccords avec le groupe Prada qui venait d'acheter la marque. Milan Vukmirovic a supervisé le style de la maison pendant cette période de transition, cherchant à conserver l'esthétique minimaliste caractéristique de la marque. Cependant, son mandat n'a pas été très long. Il quitte la maison en 2003. La maison avait besoin d'un coup de fouet, d'où la venue de Raf. Raf Simons est donc devenu directeur artistique de Jil Sanders en 2005, grâce au soutien du groupe Prada, qui est le détenteur de la marque. Il est probable que l'influence de Miuccia Prada et de Patrizio Bertelli, les cofondateurs du groupe Prada, ait joué un rôle dans sa nomination. Raf Simons était déjà reconnu pour son travail novateur et avant-gardiste dans la mode masculine, ce qui a contribué à convaincre le groupe Prada de lui confier la direction artistique de Jil Sanders. Miuccia Prada est la directrice artistique et co-directrice du groupe Prada. Elle est également la fondatrice et directrice artistique de Miu Miu. Miu Miu qui fait référence aux 3 premières lettres du début de son prénom. Et son mari, l'homme d'affaires Patrizio Bertelli, est le deuxième co-directeur de Prada. Oui, Prada c'est une entreprise très familiale quoi. Ça fait un peu penser à la famille Arnault avec le groupe LVMH. Miuccia Prada elle-même est une créatrice visionnaire. Elle a souvent soutenu les jeunes talents, ce qui a sans doute favorisé la nomination de Raf Simons. Le groupe Prada voulait revitaliser Jil Sanders, et Raf Simons, avec sa capacité à allier modernité et respect du minimalisme, semblait être le candidat idéal pour cette tâche. Et en plus de ça, Raf Simons a toujours voulu créer pour la femme, car avec sa marque éponyme, jusque-là, il faisait uniquement de la mode masculine. Chez Jil Sanders, il a les 2 collections à diriger. Ça lui met du coup un premier pied dans la mode féminine. Parmi ces collections emblématiques, certaines restent gravées dans l'histoire, pour leur innovation et leur esthétique saisissante. Dont Automne-Hiver 2012-2013. Pour l'homme, cette collection masculine se distingue par ses coupes rigoureuses et ses superpositions audacieuses, mêlant sobriété et modernité. Raf Simons joue avec des manteaux longs, des costumes épurés. La couleur dominante, c'est le noir. Est-ce que ça me choque? Non, c'est Raf Simons. Et beaucoup de cuir. Cette collection reflète une masculinité sophistiquée, adaptée à une génération en quête d'élégance intemporelle. Printemps-été 2011 pour la femme. Dans cette collection féminine, Raf Simons adopte une approche minimaliste sublimée par des teintes vives comme le jaune, le rose et le bleu. Les silhouettes sont nettes, épurées, mais marquées par une maîtrise impeccable des volumes qui apporte une dimension sculpturale à chaque pièce. Cette saison est acclamée pour sa capacité à injecter une nouvelle énergie dans la maison tout en restant fidèle à l'ADN. Printemps-été 2012, toujours pour la femme, est un chef-d'œuvre poétique. Raf Simons introduit des imprimés bandana, des bonnets accessoirisés de voile et jouant avec des coupes légères et fluides. Ces motifs, associés à une palette de couleurs douces et lumineuses, marquent une transition inattendue vers une féminité plus romantique. Ce défilé riche en émotions est salué pour sa capacité à capturer la fragilité, la force, 2 aspects centraux de l'esthétique féminine chez Raf Simons. Et pour finir, automne-hiver 2012-2013 chez la femme. Pour sa dernière collection, c'est Jil Sanders. Raf Simons adopte un ton plus sobre et introspectif. Ses silhouettes sont structurées, des manteaux oversize, la main en guise de bouton, et robes jouent avec des textures riches. Les couleurs oscillent entre le noir, le rose poudré et le blanc. Cette saison symbolise une exploration de la puissance féminine à travers le minimalisme épuré mais chargé d'émotions. Le succès critique et commercial de Raf Simons pendant cette période a consolidé sa position en tant que designer les plus influents de cette génération. Lorsque Raf Simons quitte Jil Sanders en 2012, c'est un événement marquant pour la maison, tout en du coup laissant un héritage indélébile à la marque Jil Sanders. En réponse, Jil Sanders elle-même reprend les rênes de la direction artistique de la marque. Ce retour marque la 4e fois que la directrice reprend la tête de la maison, démontrant son attachement pour son héritage minimaliste. Pour la saison printemps-été 2013, Jil Sanders présente la première collection après son retour. Elle ramène la marque à ses fondamentaux, des coupes précises et sophistiquées, palettes sobres, des lignes droites, focus sur la fonctionnalité du vêtement. Ce retour est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la presse. Les amateurs de la mode vont saluer son effort pour réinsuffler la maison dans son essence. Mais sa venue en tant que directrice artistique après le règne de Raf Simons est de courte durée. Elle donne son dernier défilé en tant que directrice artistique pour la marque, printemps-été 2014, présenté à la Fashion Week 2001 en septembre 2013. Elle quitte officiellement la maison peu après cette présentation, ce qui marque la fin de son ultime retour chez Jil Sanders. Parce qu'il faut savoir également que Jil Sanders a eu un balai incessant dans sa marque éponyme. Elle est revenue à peu près 5 fois, quoi. Enfin, elle partait, elle revenait, pour, on va dire, pour que l'ADN de la marque reste sur la même ligne directrice. Il faut savoir également qu'il y a pas mal de personnes dans la presse qui disent que Raf Simons a été, on va dire, licencié et qu'il est pas parti de lui-même pour que justement Jil Sanders revienne pour remettre, on va dire, la marque sur les guidons, quoi. Enfin, pour redonner la direction artistique originelle. C'est pour ça qu'elle est revenue, quoi.
Moi, personnellement, j'ai pas trop compris parce que je trouve Raf Simons, dans toutes les maisons où il va, que ça soit Jil Sanders, Ruffo avant, et d'autres marques qu'on verra par la suite, il a toujours respecté énormément, justement, l'ADN de la marque. Peut-être même un peu trop, je trouve. Après, il met sa patte, hein. Sa patte très avant-gardiste, très, avec des matériaux très complexes, comme le plastique, etc. Il a pas peur, tu vois, de mettre sa patte. On verra même par la suite une très grande marque. Je dirais même c'est la plus grande marque pour lesquelles il a travaillé. Il a fait super attention à tous les codes de cette marque-là, mais vraiment tous les codes. On le voit dans un film un peu documentaire qu'il a fait pour cette marque-là, qu'il fait vraiment attention et qu'il prenait vraiment son temps à éplucher vraiment toutes les archives de la marque pour respecter justement au mieux cet ADN-là, quoi. Car la legacy était vraiment énorme, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il fait vraiment attention et que Jil Sanders est venu pour un petit peu reprendre les rênes pendant une courte période. J'ai pas trop compris parce que je trouvais que je trouve qu'il fait vraiment attention. Après, on en parlera après de la femme de Raf Simons. Je trouve pas personnellement que la femme de Raf Simons soit son atout majeur, on va dire. Je trouve qu'il est vraiment plus fort à l'homme, mais ça on en parlera également après, on en reparlera un petit peu plus tard également. En avril 2017, après une période de transition marquée par plusieurs directeurs artistiques, Lucy et Luc Meyer prennent la tête de la direction artistique de Jil Sanders. Lucy Meyer apporte son expérience acquise chez plusieurs maisons comme Louis Vuitton, Balenciaga ou encore Dior, où elle a co-dirigé la maison après le départ de Raf Simons. Car on l'a pas encore vu, mais Raf Simons a été directeur artistique de Dior juste après Jil Sanders. On le verra juste après. Et Luc Meyer de son côté était directeur de la création chez Supreme, rien que ça, et cofondateur de sa marque OAMC, où il s'est illustré par une approche avant-gardiste et fonctionnelle. Ensemble, les meilleurs réinventent l'héritage minimaliste de Jil Sanders, tout en y ajoutant une touche contemporaine et une sensibilité artistique propre à leur duo. Leur approche mêle respect des codes historiques de la maison et innovation moderne, séduisant une clientèle plus jeune et internationale. D'ailleurs, même moi, il y a énormément de bangers chez Jil Sanders en ce moment. C'est phénoménal, ce duo marche super bien. Après avoir quitté Jil Sanders en février 2012, Raf Simons est nommé directeur artistique de la maison Dior en avril 2012, succédant à John Galliano. John Galliano séduit massivement cette nouvelle clientèle. Connu pour ses créations théâtrales et extravagantes. Avec son style minimaliste et moderne, Raf Simons propose une vision radicalement différente pour Dior, tout en respectant l'ADN de la maison. John Galliano, avec son goût pour le spectacle, était reconnu pour ses défilés grandioses et ses créations dramatiques, où chaque pièce racontait une histoire flamboyante. À l'opposé, Raf Simons, qui adopte une approche beaucoup plus épurée et moderniste, tout en se concentrant sur la réinterprétation des codes classiques de Dior. Le respect des traditions, combiné à une sensibilité contemporaine, devient la signature de son travail chez Dior. Pour sa première collection chez Dior, présentée en juillet 2012, Raf Simons réinvente l'iconique New Look, créé par Christian Dior en 1947. Cette silhouette, caractérisée par une taille marquée, des jupes volumineuses et des lignes féminines, est réinterprétée avec une modernité épurée. Le défilé se déroule dans un décor spectaculaire, des salles remplies de fleurs fraîches qui symbolisent l'élégance intemporelle de Dior. La collection est acclamée par la critique, notamment Cathy Horns du New York Times, qui souligne la capacité de Simons à marier tradition et modernité avec une simplicité magistrale. There was always that speculation about who would take over the house, but really I think it's about they know what kind of job this is. They know what the heritage is. They know what the expectations are. Cathy Horns, je sais pas si vous la connaissez, c'est une critique de mode très influente, qui est reconnue justement pour ne pas du tout garder sa langue dans sa poche. Elle est toujours, si je ne dis pas de bêtises, journaliste pour The New York Times, et également la rubrique du coup Mode Cut, qui est la partie justement online The New York Times. Et revenons sur le fait que elle a pas du tout sa langue dans sa poche. Faut savoir qu'en 2012, Hedi Slimane l'a carrément chassée, l'a bannie de ses défilés, car elle touchait un petit peu à sa sensibilité. Ton gros front là, là, tu touches à ma sensibilité. Elle dit vraiment tout haut ce que les gens pensent tout bas, quoi. Pour vous dire, même Karl Lagerfeld lui-même, paix en son âme, était vraiment sur la réserve quand il y avait Cathy Horns dans ses défilés, quoi. Il était vraiment en mode,
qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Dans le documentaire Dior and I, on plonge dans le processus créatif de Raf Simons et de son équipe, dont Peter Muller, alors bras droit de Raf Simons. Muller, qui joue un rôle clé dans la réalisation des idées de Raf Simons, témoigne de la complexité et de l'intensité d'une maison aussi prestigieuse. C'est marrant qu'une maison qui est fondée il y a 60 ans, que le créateur a seulement travaillé 10 ans, est devenu si grand. Alors ça veut dire que dans ces 10 ans, c'était révolutionnaire. Quand on dit à quelqu'un « je vais travailler pour Dior », c'est immédiatement beaucoup de poids sur les épaules. Tout le monde pense que la maison, il y a tellement de DNA dedans que la liberté dedans, ça va être très difficile. Ça nous a fait un peu peur, quoi. Oui, j'avais un peu peur, moi. Pour Raf, je sais pas, mais moi j'avais un peu peur. D'ailleurs, après plusieurs années aux côtés de Raf Simons, Peter Muller a pris un chemin indépendant en devenant directeur artistique de la maison Alaïa en 2021. À la tête de cette maison iconique, il se distingue par un travail exceptionnel combinant le respect des traditions établies par Alaïa et une vision moderne qui a captivé la critique et les amateurs de mode. Le film offre également un aperçu du travail des petites mains, des ateliers, des tailleurs et des couturiers flous qui transforment les dessins en véritables œuvres d'art. C'est pas du tout, on n'a pas de creux. Ça, on est tous les quatre, on est sur la collection. C'est parti. La collection du prêt-à-porter printemps-été 2015 est une vision futuriste. Avec cette collection, Raf Simons explore le futurisme, réinvente la femme Dior avec des silhouettes épurées et des matériaux innovants. Les coupes modernes et les détails techniques mettent en avant une approche audacieuse mêlant minimalisme et vision avant-gardiste. Cette collection est saluée pour sa capacité à moderniser la maison Dior tout en restant fidèle à son héritage. La collection de la même période printemps-été 2015, mais pour la haute couture cette fois, est un dialogue entre le futur et le passé. Pour cette collection, Raf Simons fusionne des références historiques avec une touche contemporaine. Il revisite les pièces emblématiques du XVIIIe siècle et les modernise avec des tissus innovants et des coupes épurées. Ce mélange de tradition et d'avant-garde symbolise parfaitement sa vision. Honorer l'histoire de Dior tout en projetant la maison vers l'avenir. Raf Simons quitte Dior en octobre 2015, mais son passage marque une période de renouveau pour la maison. Ses collections alliant respect historique et modernité audacieuse ont redéfini l'élégance contemporaine. Après le départ de Raf Simons, la maison Dior a temporairement été dirigée par une équipe interne, notamment le studio de création dirigé par Serge Ruffieux et Lucie Meyer. On l'avait vu juste avant, rappelez-vous. Lucie Meyer, maintenant, elle travaille en binôme avec son époux pour Jil Sander. Ils font vraiment un travail énormissime chez Jil Sander. Ils ont totalement leur place là-bas. Cette équipe a assuré la transition et a présenté plusieurs collections pour la maison, notamment celle du prêt-à-porter et de la haute couture avant la nomination officielle d'une nouvelle directrice artistique. Serge Ruffieux et Lucie Meyer, en tant que co-directeurs intérimaires, ont proposé des collections qui étaient une continuité en gros de la vision de Raf Simons, tout en assurant une cohérence dans l'offre créative de Dior. Leur mandat était toutefois temporaire. En janvier 2017, Ruffieux a été nommé directeur artistique de Carven, où il a présenté sa première collection en septembre de la même année. Après son départ de Carven, il a confondé des marques d'accessoires comme 139 SR, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je vais le dire en version American, you know, en collaboration avec la journaliste Emily Faure. Et du coup, oui, je trouve que personnellement, Raf Simons, chez Dior, a donné sa patte avant-gardiste, etc. Et les collections étaient très cool. Il a fait un travail extraordinaire chez Dior. Il est passé après John Galliano. John Galliano, on le connaît tous, on le sait tous, à son attitude très théâtrale dans ses défilés. Simon, c'est beaucoup plus quiet luxury et beaucoup moins opulent dans ses défilés. Ça a vraiment fait un virage chez Dior. John Galliano a vraiment cette forte créativité, quoi. Il a fait des bangers chez Dior. On peut parler du Saddlebag qui aujourd'hui est encore d'actualité grâce à Maria Grazia Curie. Et d'autres choses encore que je passe font partie des codes de Dior. Mais ouais, du coup, ça a vraiment été un changement drastique pour Dior, la venue de Raf Simons. Mais personnellement, je trouve que l'homme de Raf Simons et la femme de Raf Simons, il n'a pas été connu grâce à sa mode masculine pour rien. Il est vraiment très fort à l'homme. Je le réitère, il est vraiment très fort à l'homme. La femme de Raf Simons, c'est beaucoup moins punchy et beaucoup moins, je l'aime moins.
Personnellement, je vais dire la vérité, j'aime moins la femme de Raf Simons que l'homme de Raf Simons, quoi. Je trouve que l'homme de Raf Simons, enfin le côté très tailoring, très lui va mieux que le flou, quoi. Après, c'est que mon avis, hein. Personnellement, peut-être que pas mal de personnes d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Moi, personnellement, je trouve que l'homme de Raf Simons est beaucoup plus impactant que la femme de Raf Simons, quoi. Ce qui fait qu'il quitte Dior en octobre 2015. Son passage a marqué vraiment Dior. Par la suite, il y a Maria Grazia Chiuri qui est arrivée. C'est en juillet 2016 que Maria Grazia Chiuri a pris officiellement les rênes de la maison, devenant la première femme directrice artistique de Dior. Maria Grazia Chiuri, avant Dior, elle était chez Valentino, où elle co-dirigeait la création avec Pier Paolo Pisoli. Maria Grazia Chiuri a apporté une nouvelle vision chez Dior. Et je trouve qu'elle a donné cette fraîcheur, cette féminité. Les collections de Maria Grazia Chiuri pour Dior sont beaucoup plus féminines, sont beaucoup plus fluides, légères, beaucoup mieux réussies. C'est peut-être parce que c'est une femme qui comprend du coup plus la femme, car maintenant je trouve qu'il y a pas mal de designers. Maria Grazia Chiuri pour Dior, la directrice artistique de Chloé, la nouvelle directrice artistique de Chloé, je ne connais plus son nom, je vous le mettrai par là, juste là. Elle a super bien repris les codes de Chloé et maintenant elle a justement donné cette légèreté et cette féminité, cette fraîcheur à la marque. Il y a également du coup Jil Sanders. Maintenant chez Jil Sanders, il y a le couple des Meyer et j'en suis sûr que Lucy Meyer en est pour quelque chose, car même quand il y a eu la fin de Raf Simons chez Dior, Serge Ruffieux et Lucy Meyer qui étaient à la tête de Dior, il y avait déjà cette fraîcheur, quoi. Il y avait quelque chose de différent. Ça se voyait que c'était designé par une femme. Je sais pas comment dire, mais le corps était mieux respecté. Aussi, on retourne un petit peu en arrière dans le parcours de Raf Simons. Le dernier directeur artistique, Anne de Musters, Stefano Galissi, a cette fluidité. Mais il y a quand même ce côté un peu dur, tu vois. On voit que c'est créé par de l'homme. Enfin, je sais pas si je suis fou, mais on voit que c'est créé par l'homme. On voit qu'il y a une certaine force, tu vois, dans le vêtement, ou dans les mannequins, dans le caractère, ou même Ludovic de Saint-Cernin, pour Anne de Musters, toujours. On va pas partir dans sa marque éponyme. Le seul défilé qu'il a fait, qui était un défilé extraordinaire d'ailleurs, je sais pas pourquoi il a été élu que pour un seul défilé, mais bon, son défilé était fantastique. Coca-Cola Stick. Après, c'est vrai que Stefano Galissi est beaucoup plus dans les codes d'Anne de Musters, mais bref. Passons. Même lui, Ludovic de Saint-Cernin, il est vraiment dans le côté sexy, que ce soit de l'homme ou de la femme. Il a retraduit cette vision-là dans la marque Anne de Musters. Le défilé m'a énormément plu. La critique aussi a vraiment adoré ce défilé-là. Mais pour vous dire, même lui qui a cette identité forte, cette identité vraiment très androgyne dans ses défilés pour sa marque éponyme, même lui, je trouvais que ça faisait masculin. Je sais pas pourquoi, mais je savais que le designer était un homme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore une fois cette femme forte, quoi. Certes, il y avait de la fluidité, c'était très féminin, mais c'était très fort, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que Maria Grazia Chiuri a su ramener cette féminité chez Dior. Je trouve qu'elle a totalement sa place chez Dior. Je trouve également que du coup depuis Valentino, quand elle avait son duo avec Pier Paolo Pisoli, ils ont tous les deux cette vision de la femme. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse un opus également sur Pier Paolo, car je trouve que ses créations sont juste folles. Elles sont juste folles, vraiment. Il a cette fluidité, quand on parle de designer italien maintenant, il arrive directement entêté dans ma tête, quoi. Mais vraiment, il est entêté. La femme de Maria Grazia Chiuri est masculine, hein. Elle est pas, elle a une petite part de masculinité, tu vois. Elle est forte. C'est une femme forte, une femme indépendante, une femme qui a de la fluidité, qui est aussi une femme, quoi. Qui est une femme qui est masculine, mais sans rentrer dans les clichés, justement. Je trouve que Maria Grazia Chiuri est extrêmement forte dans ça, tu vois. Elle arrive à mettre des codes du vestiaire masculin dans Dior, mais sans que ce soit cliché, quoi. Et je pense, c'est juste mon avis, que le fait que ce soit une femme, ça aide peut-être un petit peu à ne pas rentrer dans les clichés et à savoir où et comment mettre de la masculinité dans ses créations pour que ça fasse aussi beau, quoi, parce que ses collections sont juste extraordinaires, mais vraiment. Et elle fait également super attention
à l'ADN de la marque, on le sent quoi. Elle a totalement sa place chez Dior. Pour moi en tout cas, je pense qu'elle restera un bon bout de temps chez Dior. Après, on n'est pas à l'abri de changements, quoi, car ouais, en ce moment, c'est vraiment les chaises musicales dans les marques de luxe, quoi. Pour vous dire, il y a même du coup Mathieu Blasi, qui est le compagnon de Peter Muller. On l'a vu bras droit de Raf Simons pour Dior. Même lui, du coup, est devenu directeur artistique de Chanel, quoi. On a eu la révélation il y a peu de temps maintenant, ça doit faire peut-être 1 ou 2 semaines. Et il était directeur artistique de Bottega Veneta, et même chez Bottega Veneta, il faisait un travail mais fantastique, et je pense que c'est ça qui lui a valu le fait que maintenant il soit chez Chanel, quoi. Et là, le poste le plus convoité par les designers, être directeur artistique de Chanel, c'est pas rien, quoi. C'est une maison immense. Depuis que Karl Lagerfeld est plus là, bien son âme, c'est l'équipe interne avec Virginie Viard, qui était le bras droit de Karl Lagerfeld, qui s'occupait de la DA de la marque, quoi. Oui, exactement. Attends, regarde. C'est une robe case. Il faut casser un peu la baraque. Et donc, ce qu'on va faire, on fait ça, et cette bande-là, on la brode. Ah oui, d'accord. Voilà. C'était dans la ligne de Chanel et dans la continuité de Karl Lagerfeld, mais il n'y a pas ce truc. Je trouve personnellement, Virginie Viard est vraiment une directrice artistique, et l'équipe interne font vraiment un travail fou également chez Chanel actuellement. Surtout, la dernière collection a vraiment été très bien réussi, je trouve, mais il y a pas ce truc, il y a besoin du coup de fouet là, et je pense que Mathieu Blasi va vraiment faire le travail. Et après on commence à avoir des suspicions sur le fait que ce soit lui, quoi, avant que ce soit officiellement dit, mais ouais, franchement, c'est comme si c'était mon poteau qui était élu, quoi. Enfin, franchement, j'étais grave content pour lui, enfin encore une fois, je suis grave content pour lui. Il passera pas dans cette vidéo là, je pense pas, mais en tout cas félicitations à lui, parce que franchement il le mérite. Et maintenant on va voir ce qu'il va faire chez Chanel, quoi, mais j'en suis sûr que en vue de son travail chez Bottega, il va d'être ça. Tu vas d'être ça, chacal? Lors de sa collection Printemps-été 2008, Raf Simons dévoile les emblématiques bottes de Style. Inspirées du mouvement artistique néerlandais de Style, fondé en 1917, ces bottes rendent hommage à l'esthétique géométrique et colorée popularisée par des artistes comme Pierre Mondrian. Les bottes de Style se distinguent par leur design unique, une palette de couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, contrastant avec des éléments neutres en noir et blanc, des lignes géométriques épurées, directement inspirées des œuvres emblématiques des mouvements de Style. Une combinaison de détails futuristes et rétro, rendant ces bottes intemporelles. Ces éléments font de ces bottes des pièces culturelles, incarnant la vision créative de Raf Simons. Les bottes de Style ont rapidement attiré l'attention de la presse internationale et des passionnés de mode. Elles ont également été adoptées par des figures culturelles influentes. En 2013, Asap Rocky les porte lors de son passage au Late Show, présenté par David Letterman, contribuant à renforcer son statut iconique. Leur rareté et leur design audacieux en fait une pièce très convoitée sur le marché de la seconde main. Elles apparaissent sporadiquement sur des sites de revente comme Grey, où elles atteignent des prix mirobolants dus à leur statut culte. En 2013, Raf Simons débute une collaboration emblématique avec Adidas, fusionnant son style avant-gardiste avec l'expertise technique de la marque sportive. Cette alliance a donné naissance à des collections mémorables qui ont redéfini le paysage de la sneakers de luxe, notamment à travers des modèles comme la Ozweego et les Stan Smith qui sont devenus des icônes. La Ozweego 1 en 2013, le premier modèle de la collaboration introduisant une silhouette avant-gardiste avec des éléments transparents et des coloris audacieux. La Ozweego 2 qui est sorti en 2014, l'évolution du premier modèle avec des ajustements de design et des nouvelles combinaisons de couleurs. La Ozweego 3 2015, poursuite de l'innovation avec des matériaux variés et une palette de couleurs diversifiée. La Ozweego Bunny en 2016, version mettant en avant des textures et des finitions uniques avec des détails distinctifs. La Ozweego Replica en 2018, un modèle caractérisé par des découpes sur les côtés, offrant une esthétique déstructurée. Pour finir, la Ozweego Mirrored 2019, la dernière version de la collaboration, présentant des finitions métalliques réfléchissantes. La Ozweego Mirrored, je la voulais de fou. C'était vraiment la paire de chaussures. La Ozweego en général, par Raf Simons, quand elle est sortie, j'étais vraiment en mode ah, il me la faut. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était le début des raffles. C'était compliqué. C'était dur de fou d'avoir une paire à cette époque-là.
Déjà que du coup la paire elle était à combien? Elle était peut-être à 220, 230 si je dis pas de bêtises. Elle était à plus de 200 € si je dis pas de bêtises. Et rien que ça, c'était déjà un budget pour moi quoi. Enfin à l'époque j'avais quoi? C'était sorti en 2016, 2017. J'avais quoi? Je devais avoir 16 piges, j'avais 17 ans. Pour moi c'était déjà un budget quoi. Donc réunir cette somme-là, c'était déjà beaucoup. Les raffles, n'en parlons pas, je faisais que de perdre. Et en plus de ça, si tu voulais une paire, c'était soit raffle, soit une fois que les raffles étaient finis, tu pouvais également partir dans la revente. C'était également le début du resell. Enfin en tout cas, il y a un moment où le resell c'était vraiment où il y avait des Jordan 1 qui se vendaient des sommes astronomiques, où il y avait les premières grosses collaborations sneakers quoi, entre Nike et d'autres designers. C'était vraiment les premières sneakers, on va dire, de luxe quoi. Il y avait également pendant cette période, un peu plus tard, je crois, si je dis pas de bêtises, les collaborations avec Virgil et Nike. Il y avait eu encore d'autres collaborations qui ont toutes cartonné quoi. Et les resellers se mettaient archi bien. À cette époque-là quoi, je me rappelle, ils se mettaient archi bien. Après cela, j'ai un petit peu ma période moi aussi reseller. J'ai un petit peu kécro ma part du gâteau moi aussi. Et donc ouais, tout ça pour dire que ouais, c'était vraiment compliqué d'avoir une paire en ce temps-là. Ces sneakers, c'est Ozweego en particulier, ont joué un rôle clé dans la période des dad shoes. C'est dans cette période-là qu'on a vu affluer pas mal de paires un petit peu dad shoes, un petit peu ugly shoes. On peut parler également des triple S de Balenciaga. Il y a également eu les créations de Kim Jones. Il a vraiment également mis sa patte dans l'univers streetwear et dans les sneakers également. So Yas, c'était cette période-là qui a vraiment, les Ozweego ont vraiment lancé un petit peu cette période-là, quoi. La Stan Smith by Raf Simons, un R perforé à la place des 3 bandes traditionnelles, ajoutant une signature unique. La Stan Smith trompe-l'œil, qui est sortie en 2019. Des impressions photographiques, des modèles Adidas emblématiques. Micro Skipper, Samba et LA Trainer, qui créent un effet visuel audacieux. Et la Stan Smith métallique, une version en finition argentée et cuivrée, apportant une touche futuriste. Ce modèle a été vu sur des personnalités comme A$AP Rocky, Quavo ou encore Kendall Jenner, renforçant son statut iconique. La collaboration entre Raf Simons et Stan Smith a vraiment été l'apogée de cette collaboration justement. Il a revisité cette paire qui est un classique avec un style minimaliste mais distinctif. Et Adidas Réponse Trail, inspiré des chaussures de trail. Ces chaussures combinent fonctionnalité et esthétique futuriste. La première version a été introduite en 2014 et elle se caractérise par une silhouette robuste et des combinaisons de couleurs audacieuses. Il y a également une utilisation de matériaux techniques pour une performance optimale. Design audacieux reflétant l'approche avant-gardiste de Raf Simons. Il y a également eu l'Adidas Spirit, un petit air de ressemblance avec les Converse Chuck Taylor. Cette ligne adopte une approche plus discrète, la sneakers parfaite pour un look casual. Il y a des détails uniques tels que des motifs graphiques, des textures variées et la conception est minimaliste. En 2017, on était en plein dans l'era claquettes chaussettes. Raf Simons a du coup décidé de revisiter l'Adidalette, la claquette de chez Adidas, avec un petit peu son style avant-gardiste, en jouant avec des détails graphiques et des couleurs vives. Il y a eu également les Detroit Runner, une sneaker hybride combinant une semelle épaisse en caoutchouc et des éléments rappelant les chaussures de ville. Moi personnellement, ils me font grave rappeler au Palladium. J'avais en plus un modèle de Palladium qui ressemblait vraiment beaucoup à ces paires. En 2008, Raf Simons entame une collaboration remarquable avec la marque britannique de lunettes de luxe, Linda Farrow. Linda Farrow, ça a été fondé dans les années 70 par Linda Farrow elle-même. Elle a créé sa marque éponyme pour révolutionner l'univers des lunettes en les intégrant dans le monde de la mode et en collaborant avec des créateurs de renom tels que Dries Van Noten, Alexander Wang, Jeremy Scott et là même en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a une collaboration avec Jacquemus. Cette collaboration entre Raf Simons et Linda Farrow se distingue par son approche alliant l'esthétique minimaliste et innovante de Simons au savoir-faire artisanal de Linda Farrow. Les lunettes issues de cette collaboration prennent des formes audacieuses, des détails uniques et une vision contemporaine qui reflète l'esthétique de Raf Simons. Ces collections exclusives sont disponibles sur le site officiel de Linda Farrow, notamment une section dédiée aux collaborations. Certaines pièces font également partie de The R-Shape Collection, un espace regroupant les modèles les plus emblématiques réalisés en partenariat avec divers designers. Cette collaboration lui a permis de transposer son esthétique dans le domaine des accessoires, confirmant sa capacité à repousser ses limites du design au-delà des vêtements. En 2008, Raf Simons entame une collaboration de longue haleine avec la marque britannique Fred Perry. Connue pour son héritage sportif et subculturel, pendant 15 ans, cette alliance a fusionné l'esthétique du designer belge avec les classiques intemporels de Fred Perry, réinterprétant les classiques emblématiques. La première collection voit Raf Simons revisiter les pièces phares de Fred Perry, comme le célèbre polo, en y apportant une touche moderne avec des coupes ajustées, des matériaux premium et des détails innovants.
Pour célébrer les 10 ans de cette collaboration, Raf Simons lance une série exclusive de 100 pièces d'archives distribuées dans le monde entier. Chaque pièce rend hommage aux subcultures qui ont inspiré la collection, notamment le punk, le new wave et la scène rave britannique. La dernière collection, présentée en 2023, clôt 15 ans de partenariat en revisitant l'esprit de la Grande-Bretagne, de la fin des années 80 et du début des années 90. Cette ligne met en avant un esprit communautaire avec des références musicales. Elle se distingue par des patchs, des imprimés photographiques et des détails uniques, caractéristiques de l'univers de Simons. Les pièces phares de Fred Perry, comme le polo et les cardigans, sont revisitées par des coupes modernes et des matériaux contemporains. La collaboration entre Raf Simons et Ispac débute également en 2008, alliant l'esthétique du créateur belge au savoir-faire fonctionnel de la marque américaine de bagagerie. Ce partenariat offre une nouvelle vision des sacs utilitaires, les transformant en accessoires de mode incontournables tout en conservant leur praticité. Pour la première collection, Raf Simons revisite les sacs emblématiques d'Ispac, en utilisant des matériaux innovants et des designs épurés. Ces pièces marquent l'introduction de l'avant-garde dans le design fonctionnel, continuent à séduire les amateurs de mode grâce à leur conceptualisation artistique et leur design utilitaire. Raf Simons revisite les classiques d'Ispac en y apportant une nouvelle perspective contemporaine. Cette collection met en avant des modèles iconiques avec des détails distinctifs comme des anneaux métalliques, des coutures effilées et une palette audacieuse. La collaboration entre Raf Simons et Ispac est saluée pour son habilité à fusionner le haut de gamme et la fonctionnalité pratique, attirant un public varié, allant du passionné de mode au passionné de design industriel. Ce partenariat a permis à Ispac de se repositionner dans un segment beaucoup plus haut de gamme, tout en offrant à Raf Simons une plateforme pour élargir sa vision créative dans le domaine des accessoires. En août 2016, Raf Simons est nommé directeur artistique de Calvin Klein, une décision marquante visant à transformer l'identité de la marque et lui apporter une dimension plus artistique. Il supervise l'ensemble des collections de Calvin Klein, qu'il s'agisse des vêtements haut de gamme, des vêtements casual, des sous-vêtements ou encore des accessoires produits par la maison. Calvin Klein, 205 West 39, New York City. Cette ligne, équivalent au prêt-à-porter de luxe, est introduite par Raf Simons en hommage au siège social de la marque à New York. Raf Simons transforme les codes de Calvin Klein en mêlant références culturelles américaines et conceptualisation artistique. La collection Calvin Klein 205 West 39 New York City pour la collection automne-hiver 2018-2019 s'est distinguée par une fusion audacieuse d'éléments culturels et artistiques. Présenté à New York, le spectacle a intégré des références aux fake news, une collaboration avec la fondation Andy Warhol et une bande-son inspirée de films d'horreur, créant une atmosphère à la fois provocante et réfléchie. Les pièces maîtresses de la collection comprennent des cagoules à mailles, évoquant une esthétique à la fois futuriste et nostalgique, qui ont suscité des discussions sur leur potentiel retour dans la mode contemporaine à cette époque. En somme, cette présentation a illustré la vision de Raf Simons pour Calvin Klein, mêlant culture populaire américaine à une vision avant-gardiste de la mode. Calvin Klein Jeans, une mise à jour en valeur des essentiels en denim, avec des coupes modernisées et des tailles subtiles. Les campagnes pour la ligne de sous-vêtements, l'un des segments les plus emblématiques de Calvin Klein, prennent également une tournure plus mode sous Simons, mettant en scène des personnalités influentes et des références à la culture américaine. Et Calvin Klein Performance, une ligne sportive, à l'esthétique sobre et fonctionnelle. La collaboration de longue date entre Raf Simons et Peter Mellier joue un rôle central chez Calvin Klein en tant que directeur créatif. Lors du premier défilé de Raf Simons, février 2017, Peter Mellier sort des coulisses, témoignant son rôle essentiel dans le processus créatif. En 2018, Raf Simons quitte Calvin Klein, après y avoir travaillé pendant seulement 2 ans. La collection Calvin Klein 205 West 39 New York City est abandonnée. La marque réoriente sa stratégie vers une approche plus commerciale, car la mode de luxe poussée à son paroxysme, comme Raf Simons le proposait, n'est pas forcément adaptée à la clientèle de Calvin Klein. Raf était peut-être un peu trop avant-garde pour la marque, mais la critique a adoré son passage chez Calvin Klein. Dès ses débuts en 2017, Raf Simons a réalisé un exploit remarquable en remportant 2 des plus prestigieux prix lors des CFDA Fashion Awards, celui du designer de l'année pour la mode féminine et masculine. Les 2 prix les a eu la même année. I don't know what to say anymore, like Nicole Kidman. Like, whoa, Cette double distinction est d'autant plus notable qu'elle avait été attribuée qu'à une seule personne auparavant, en 1993, à Calvin Klein lui-même.
En novembre 2022, Raf Simons annonce la fin de la marque éponyme Raf Simons, après 27 ans de création, marquant un moment poignant pour les amateurs de mode et les critiques. Le défilé en question est printemps-été 2023, présenté lors de la London Fashion Week, devient ainsi le dernier acte de cette aventure emblématique. Le défilé se déroule dans une ambiance rave, dans un entrepôt industriel, rassemblant la communauté de fans et d'amateurs qui l'ont soutenu depuis ses débuts. Fidèle à son ADN, Raf Simons célèbre les sous-cultures qui ont façonné son travail, notamment la rave, le punk, et le post-punk. Sweatshirt graphique arborant des messages provocateurs et des visuels inspirés de l'art contemporain. Blazer ample et pantalons ajustés, évoquant les débuts de la marque dans les années 90. Des matériaux techniques et légers évoquant la simplicité fonctionnelle et l'innovation. Silhouettes androgynes, des coupes universelles qui défient les genres. Une constante dans l'univers Simons. Raf Simons cloche le chapitre avec un défilé qui mêle toutes les inspirations qu'il avait à ses débuts. Une exploration des sous-cultures, une esthétique minimaliste et une narration puissante autour de la jeunesse et de l'individualité. Il veut se consacrer pleinement dans d'autres engagements créatifs qu'il a. Car oui, il a toujours un peu travaillé dans plusieurs endroits différents. Il n'a pas eu uniquement sa marque éponyme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énormément de boulot. So yes, ça devait être beaucoup trop pour lui et du coup il a décidé de mettre fin à sa marque éponyme et se concentrer là en ce moment sur la marque Prada avec Muscia Prada, dont j'en parlerai juste après, car maintenant oui, il est directeur artistique de la marque Prada, enfin il est co-directeur artistique avec Muscia Prada. On devine bien directement en vue des spectacles que c'est à chaque fois les défilés Prada, enfin Muscia Prada en général, Prada et Miu Miu, je crois que c'est vraiment les deux marques qui sont vraiment dans le ranking one des marques qui font le plus de chiffres, quoi, des marques de luxe qui font le plus de chiffre d'affaires. Avoir ça plus sa marque éponyme, ça demande vraiment énormément de travail et je pense que c'est pour ça qu'il a voulu fermer sa marque, quoi. Ce dernier défilé a vraiment été salué comme un adieu poignant. Je savais pas personnellement que la marque Raf Simons avait fermé avant de faire cette vidéo là, mais je sais pas si les fans de Raf Simons étaient vraiment au courant que c'était son dernier défilé avant que du coup il le fasse, les défilés. Mais on le sent même à la fin du défilé, quoi. Il va vraiment saluer son public, on va dire. Là, il va vraiment dans le public même, quoi. Il vient pas en mode juste coucou, that's me. Mais il est vraiment là avec les gens et à prendre les gens dans leurs bras et tout. Le défilé sentait la fin, quoi. J'ai sélectionné 2 défilés qui sont pour moi les meilleurs défilés de Raf Simons. Printemps-été 2018. Ce défilé-là, il l'a fait à la New York Fashion Week et s'est inspiré du film Blade Runner. Ce défilé explore des thèmes tels que la dystopie, la culture underground et l'exploration de l'identité dans un monde post-apocalyptique. Le défilé se déroule dans un quartier industriel de Chinatown sous une pluie artificielle créée pour l'occasion. Cette atmosphère immersive renforce le côté dystopique et cinématographique du show. Des panneaux néons en chinois, des parapluies illuminés font écho à l'esthétique cyberpunk de Blade Runner. Plongeant les spectateurs dans un univers sombre et futuriste. Le défilé est également en hommage au rave des années 90. Pantalons larges et bottes massives, référence directe à la culture club des années 90. Imperméables en caoutchouc, des ponchos, des chemises à col boutonné et des manteaux à carreaux. Certains vêtements arborent le thème Replican, en référence directe aux androïdes du film. La presse a vraiment adoré et a salué son audace conceptuelle et sa narration visuelle. Le défilé automne-hiver 2019-2020 de Raf Simons a été présenté à Paris, peu après son départ de Calvin Klein. Marque un retour aux sources pour le créateur belge. Contradiction visuelle, Raf Simons juxtapose des vêtements formels à des pièces utilitaires. La collection se distingue par des silhouettes longues et élégantes, mettant en avant des manteaux aux lignes épurées, des pantalons plissés et des pulls oversize. Omniprésence de chapeaux rappelant des casques d'armée vintage version futuriste. Des combinaisons de couleurs telles que le jaune citron et le rose rappelant une palette chère au designer. Le défilé organisé dans la salle du bal Shangri-La à Paris, un hôtel de luxe, reflète l'approche minimaliste et sophistiquée de Raf Simons, mettant l'accent sur la construction et la qualité des pièces. En février 2020, Raf Simons est nommé co-directeur artistique de Prada, partageant pour la première fois la direction créative de la maison italienne avec Muscia Prada elle-même. Cette annonce a marqué un tournant majeur dans l'industrie de la mode, réunissant 2 des créateurs les plus influents du milieu. Raf Simons apporte son fameuse esthétique avant-gardiste et minimaliste, tandis que Muscia Prada conserve son approche iconique et son exploration constante des codes culturels et sociaux. Ensemble, ils inaugurent une ère qui réinterprète les codes traditionnels de Prada en les fusionnant avec une vision résolument contemporaine. La première collection de Raf Simons chez Prada est dévoilée en septembre 2020. Explore la relation entre l'humanité et la technologie. Une réflexion sur le rôle des vêtements dans un univers où le digital et le physique coexistent. Des silhouettes simples, pratiques et techniques, alliant minimalisme
et innovation. Manteau structuré dans des teintes neutres avec des détails techniques comme des fermetures zippées. L'élégance classique de Prada. Accessoires emblématiques, notamment sacs en nylon, réinterprétés avec des finitions modernes. Cette collection, présentée dans un format numérique à cause de la pandémie, a été saluée pour sa synergie entre les visions des deux créateurs. La collection printemps-été 2024, dévoilée en septembre 2023, illustre la capacité du duo à combiner structure et fluidité. Liberté du corps, des robes aériennes et des silhouettes légères symbolisant le mouvement et le confort. Tailoring revisité des lignes architecturales empruntées au vestiaire masculin, enrichies par des détails modernes comme des franges métalliques ou des imprimés audacieux. Le défilé s'est déroulé dans un décor fantastique, marqué par la présence d'un liquide gluant tombant du plafond. Contraste visuel, l'esthétique rigoureuse des vêtements s'impose à l'aspect organique du liquide, renforçant l'impact de la présentation. Cette mise en scène a été saluée pour son audace conceptuelle alignée sur la vision artistique de Miuccia Prada et Raf Simons. Les défilés de Raf Simons et Miuccia Prada sont unanimement salués pour leur capacité à équilibrer modernité et héritage, tout en repensant la mode de luxe à une époque de transformation sociétale. La relation entre Raf Simons et Miuccia Prada ne date pas d'hier. En 2005, le couple de Miuccia Prada et Patricio Bertelli avait justement engagé Raf Simons pour la marque Jil Sanders back in the day. Et depuis ce moment-là, Raf Simons et Miuccia Prada ont un peu gardé ces liens d'affinité. Le tailoring est une signature forte chez Prada. Et Raf Simons excelle dans ce domaine. Les coupes nettes, les lignes précises et épurées correspondent parfaitement à l'approche minimaliste et structurée de Raf Simons. Prada a toujours été une maison très innovante, notamment avec l'utilisation du nylon, qui est devenu une matière iconique, limite alternatif au cuir chez Prada. Cette matière incarne le parfait équilibre entre le sportswear et le luxe. C'est un terrain de jeu qui doit être super fun pour Raf Simons, qui adore explorer les nouvelles matières et technologies textiles. Il faut savoir également que Miuccia Prada est énormément avant-garde. Elle a cette capacité à capturer l'air du temps et à anticiper les nouvelles tendances, tout en restant fidèle à l'ADN Prada. Au-delà de son talent créatif, c'est aussi une businesswoman. Une boss lady, épaulée par son mari Patricio Bertelli, qui lui-même était un businessman de renom. Leur gestion stratégique, que ce soit pour la marque Prada ou pour les autres marques du groupe, montre une vraie vision d'ensemble. Encore une fois, Prada et Miu Miu, c'est les deux marques qui sont dans le ranking 1 des marques de luxe en termes de chiffre d'affaires. Ok, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur Raf Simons. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, elle m'a énormément plu à faire. C'était un créateur que j'aimais bien déjà de base, Raf Simons. Je connaissais pas énormément de choses sur lui, je vous l'avoue. Mais ça m'a permis justement d'apprendre énormément de choses sur son parcours et énormément de choses sur pas mal de personnes qui ont travaillé avec lui et qui travaillent toujours avec lui. Et ça me permet d'approfondir mes connaissances et même pourquoi pas de vous proposer d'autres vidéos un petit peu annexes à celle-là, car franchement, il y a pas mal de choses autour à approfondir, je trouve. Enfin, moi en tout cas, des choses que j'ai envie d'apprendre. Et si, encore une fois, ces choses que je peux apprendre, je peux vous les transmettre, c'est plutôt cool. C'est un peu dans ce sens-là que cette série de vidéos, Les Génies de la Mode, je veux qu'elle se dirige, car c'est hyper intéressant et ça m'intéresse tellement que, du coup, les raconter, ça me permet déjà, encore une fois, de bien connaître la chose et d'apprendre pas mal de choses. Franchement, ouais, c'est trop cool, j'aime trop. J'aime trop. J'espère encore une fois que t'as aimé cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas également à débattre en commentaire sur le parcours de Raf Simons qui est tellement riche. Si jamais t'as des choses même que tu veux me dire par rapport à sa carrière que j'ai pas forcément énuméré, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas également à me dire si tu veux que je fasse un autre créateur dans le domaine de la mode. Prends soin de toi jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous. Low.